et à toutes. Donc nous sommes aussi ravis de participer à ce premier festival. Alors on a un peu la pression parce que hier on a eu notre idole des neurosciences, donc on a rencontré Catherine Béguet. Donc pour passer après elle, c'est bien, ça nous met bien la pression parce qu'on a lu tous ses livres, donc mais on va tâcher de vous présenter ce que nous avons appris pendant 5 ans avec Isabelle Filiosa, parce que nous avons fait l'école d'Isabelle Filiosa. Ça a changé nos vies de maman, de professionnels, et c'est ce qu'on a envie de vous partager un petit bout de ce qu'on a appris avec elle ce soir. Donc moi je suis Florence Pinault, moi mon premier métier je suis infirmière, j'ai fait mes études à La Rochelle, et j'ai beaucoup travaillé dans les services d'urgence et de SMUR. Et moi je me posais une question quand je travaillais dans ces services, c'est mais qu'est-ce qui fait que le corps tombe malade? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup le psychisme peut décompenser? Et donc j'ai cherché, et puis j'ai notamment fait une formation en santé naturelle qui m'a beaucoup intéressée, de comprendre que notre corps et notre esprit étaient liés. Et puis j'ai eu des enfants. Et alors là, ça a été la surprise. Moi qui croyais avoir tout compris, là j'ai vu que je n'avais pas du tout le mode d'emploi. Quand mes enfants ont commencé à quelques jours après la naissance à pleurer pendant des heures alors que je croyais être une parfaite maman. Je ne comprenais pas pourquoi quand elles ont commencé à crapahuter, pourquoi quand je leur disais non, 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 tu ne touches pas la plante. Et qu'elles touchaient la plante. Alors je m'approchais, un petit peu plus fort, je disais tu ne touches pas la plante, tu écoutes maman. Et elle continue, et là je me dis il faut qu'elle m'obéisse, c'est normal, c'est moi l'adulte. Je tape sa main, et là, elle se met à pleurer. Je me suis dit, j'ai rien compris. Et j'ai eu la chance de tomber sur un livre d'Isabelle Filiosa qui s'appelle L'intelligence du cœur. Et en lisant ce livre-là, je me suis dit, waouh, il y a un univers que j'ignore, et il y a des clés là. Et c'est ce qui m'a décidé à aller faire cette formation de 5 années avec Isabelle Filiosa, et qui a vraiment enrichi profondément ma vie de maman et qui a transformé ma vie professionnelle, puisque maintenant j'ai un cabinet à Châtelaillon et que j'accueille des enfants, les ados, les adultes, les familles, et que nous faisons des formations, des conférences. Voilà. Donc je laisse Frédéric se présenter et puis après on va plonger. Merci. Donc Frédéric Le Goff, moi je suis psychothérapeute et coach parental sur Rochefort. Et donc moi je viens d'un autre milieu à la base puisque j'étais dans la biologie végétale, j'ai fait une thèse en biologie végétale et je travaillais avec des sauniers, des paludiers, de livrées et des agriculteurs. Je travaillais sur la salicorne, peut-être si vous connaissez, voilà, j'étais un peu la spécialiste salicorne et ça a changé. Et les revenus étaient très mouvementés, vous imaginez, avec les agriculteurs et moi je trouvais ça passionnant, je me disais mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, il y a des coups de colère, tout ça. Et puis quand j'allais sur le terrain les rencontrer, j'adorais me raconter leur parcours, c'était passionnant. Et parallèlement, dans ma vie personnelle, mon mari me disait mais c'est bizarre, à chaque fois qu'on va à une soirée, les gens ils te racontent leur vie alors que tu les connais même pas. Et donc petit à petit, je me suis dit, j'étais quand même dans la protection de l'environnement, je me suis dit finalement, j'ai envie qu'on protège l'environnement, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par protéger son environnement intérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une formation pour être psychothérapeute. Et puis un jour, comme Florence, j'ai décidé d'avoir un enfant. Aïe. Et donc là, j'avais lu des choses, j'avais lu plein de livres, Isabelle Filiosa, tout ça. Et puis quand il est arrivé, c'était pas du tout comme prévu. 3 semaines après, j'ai appelé les copines, j'ai dit non mais là, j'arrive pas à allaiter, il pleure tout le temps, mais je fais quoi? Vous m'aviez dit que c'était le bonheur, là c'est pas du tout ça hein. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, voilà, les outils il y a, mais il y a autre chose que je comprends pas. Donc j'ai fait la formation. Et aujourd'hui, je partage parce que je trouve ça passionnant. Voilà, tout ce qu'on a découvert sur les neurosciences qui permet d'expliquer plein de choses, plein de comportements des enfants et déjà de décompresser et de se poser soi. Et aujourd'hui, je suis particulièrement ravie de vous présenter cette conférence sur les émotions. Parce que chez moi, enfant, comme chez beaucoup d'entre vous, les émotions, c'était pas ça. Donc quand j'étais enfant, je me suis dit, comme tous les enfants, mais c'est inconscient, je vais tester un peu ce qui est possible dans ma famille. Alors, je me suis dit, tiens, je vais tester la peur. La peur, j'avais peur des chiens, et dès qu'il y avait un chien qui arrivait, j'étais terrorisée. Ma mère me disait, mais non, mais calme-toi, regarde, il est gentil, il est gentil. Et moi, je voyais le truc énorme, avec la langue qui pendait. J'étais terrorisée, je me suis dit, bon, la peur, visiblement, je peux pas, ça marche pas dans la famille. Alors ensuite, j'ai essayé la joie, j'étais une petite fille très enjouée, dès qu'il y avait quelque chose, je disais, oh, youpi, et tout.
Et là, ma mère me disait, mais calme-toi, enfin. Je me disais, bon, la joie, c'est pas possible non plus. La colère, j'ai pas testé parce que j'ai vu mon frère aîné qui partait des repas sans manger, j'ai dit, oh, ça c'est pas bon du tout. Donc là, il me restait la tristesse. Ça marchait super bien, là j'avais le droit à des câlins, tout, j'ai dit super. Donc j'ai beaucoup pleuré. Et puis, quand j'étais jeune adulte, je me suis dit, j'en ai un peu marre de pleurer, plus avec la thérapie que je faisais pour mon travail. Donc là, j'ai découvert ce que c'était que la colère. Et ça a arrêté cette tristesse qui était en fait pas de la vraie tristesse, de la colère. Voilà, et du coup j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui parce que c'est un sujet passionnant. Et voilà, une fois qu'on a ces clés-là, ça change la vie aussi. Voilà. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein, tant qu'on y est. Voilà. Allez. Vas-y, donc ça c'était nous avant. Voilà. Et donc là, on va commencer avec Lilou, 5 ans, qui sort de l'école. Ah, ma chérie! T'as été gentille à l'école? Ça s'est bien passé l'école? Regarde, ma chérie, je t'ai amené ton goûter. Regarde. Ah, Mais si, c'est pour ton goûter, ma chérie. Non, c'est pas des gâteaux! Oh, mais les gâteaux, ils sont pas bons, ils sont dégoûtants! Arrête de faire tes caprices, hein, ça suffit. Mais non, mais ils sont pas bons, des gâteaux! Ah, mais t'es pas gentille. Ah, fais ta crise devant tout le monde. Vous connaissez pas ça? Ça vous est jamais arrivé. Comme on a dit que c'était une conférence pour les enfants et sur les adolescents, on va faire aussi le même jour l'adolescent. L'adolescent, il a son monde. Ça griffé normalement, mais c'est pas griffé. En fait, je sors samedi soir avec les potes. Non, là ça va pas être possible. Hein. Bon, comment ça, c'est pas possible? On peut jamais rien faire ici. T'as ton brevet dans 3 semaines, il est hors de question, tu ne sortiras pas. Mais ça va, je sors un soir, enfin franchement c'est nul quoi, vraiment c'est une famille de ouf. Tout le monde sort. Eh ben c'est comme ça, c'est moi qui décide de toute façon, donc tu restes ici, c'est tout. Bah, de toute façon, je poserai même pas, j'en ai rien à faire. Eh ben, je vais te piquer ton portable, tu seras puni, c'est tout. C'est ça la famille. Voilà, une petite mise en bouche. Bon, vous n'avez pas ce modèle-là chez vous? Bon, alors ça va. On a expérimenté. Voilà. Et donc, on va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux pour que nous en arrivions là, alors que nous sommes des familles, qu'on est censé s'aimer, passer du bon temps ensemble, et on a surtout des conflits à résoudre. Et donc, ce qui a fondamentalement changé l'approche, la compréhension de l'être humain ces dernières années, ce sont ces fameuses neurosciences qui sont arrivées, les neurosciences affectives, hein, qui sont arrivées il y a une 30aine d'années, grâce au développement de l'imagerie médicale et donc de l'IRM. Et grâce à ces neurosciences, nous avons découvert que les émotions, les sentiments, l'empathie avaient une importance fondamentale sur le développement de notre identité, de notre bien-être. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, ce qu'on a prévu de faire, c'est, on va parler un petit peu des neurosciences, on va parler un peu du stress, on va parler des émotions, et puis on va vous aider à trouver des outils de survie. Pour commencer, extrêmement important de commencer par comment fonctionne notre cerveau. En fait, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous un cerveau, mais malheureusement, on ne sait pas comment il fonctionne parce qu'on ne l'a jamais appris. Cette image, elle est extrêmement importante parce que déjà, on apprend que nous avons 3 cerveaux. Et que ces cerveaux, ils n'ont pas du tout la même fonction et pas du tout ni les mêmes rôles, et le développement est très différent en fonction de l'âge. Bon. Le premier cerveau, en jaune, s'appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau de nos instincts. C'est le cerveau, quand nous étions un homme préhistorique, qui assurait tous nos instincts de survie. Donc c'est notre cerveau le plus ancien, et c'est lui qui assure toutes nos fonctions primaires. Donc boire, manger, dormir, se reproduire et assurer notre survie. Donc ce cerveau-là, il est fonctionnel dès la naissance.
Par-dessus, nous avons un deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. Ce cerveau-là, c'est celui que nous avons en commun avec les mammifères et il sert à ressentir nos émotions. Et donc, il régule tous les instincts primitifs gérés par le cerveau reptilien. Et donc, ce cerveau, les neurosciences ont montré qu'il était extrêmement important dans les apprentissages. Et c'est pour ça que un enfant va mieux apprendre si il a une bonne relation avec son enseignant et s'il n'est pas trop stressé. Ce cerveau-là, au même titre que le cerveau reptilien, il est fonctionnel à la naissance. Par-dessus, nous avons le troisième cerveau, la plus grosse partie, qui fait 85% du volume du cerveau. Ce cerveau-là, c'est lui qui nous permet le développement du langage, les apprentissages, la conscience. Mais ce cerveau-là, vous savez combien de temps il faut pour se développer? Il y en a qui savent. Combien? 35. Non, c'est 25 ans. D'accord? 25 ans. Donc c'est extrêmement important déjà de comprendre que notre enfant, il naît extrêmement immature. Et que lui, il est en incapacité de comprendre, de gérer ses émotions, de mettre des mots sur ce qui lui arrive. Notamment avec cette partie, le cortex préfrontal, qui est la partie qui nous distingue des primates. Et c'est surtout cette partie qui permet de réguler les émotions, qui permet de calmer nos impulsions. D'accord ? Or, notre enfant, comment ça se passe? Lui, quand il voit quelque chose, il le voit, il le veut, et il veut être satisfait. Or, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais non, calme-toi, sois raisonnable. D'accord? Alors que nous-mêmes, adultes, est-ce que parfois quand on voit une bonne glace au chocolat, on est toujours capable de dire « Non, je suis raisonnable, aujourd'hui je ne mange pas de glace au chocolat. » D'accord? Et nous demandons à nos enfants d'être plus raisonnables que nous la plupart du temps. D'accord? Donc ce cortex néofrontal, là, il est extrêmement important puisque c'est lui qui joue un rôle dans la réflexion, la résolution de problèmes, l'empathie. Et comment se construit le cerveau? En fait, notre cerveau est un ensemble de neurones qui a des connexions. Et ce qu'on a découvert, c'est que ces connexions se construisaient au rythme de 700 à 1000 connexions secondes. Hier, on a vu dans l'exposition qu'il disait même 3000 connexions secondes. C'est énorme. Et donc, ça veut dire que notre enfant, il va faire son travail en permanence de connexion neuronale. Et que ce qu'on a découvert, c'est que ces connexions, elles se faisaient en fonction de ce que nous vivions, de ce que l'enfant vit dans son environnement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant il est dans un environnement où il est choyé, où on s'occupe de lui, où on le prend dans ses bras, dans nos bras, si on écoute ses besoins, son cerveau va se développer. De toute façon, c'est son job. Et donc, il va connecter que des circuits de « je suis aimé, je suis en sécurité et tout va bien pour moi ». À l'inverse, ce même enfant, s'il vit dans un environnement où on va le laisser pleurer dans son lit, où on va lui demander d'attendre parce que c'est pas l'heure du biberon, où on va se fâcher, où il va entendre des cris, son cerveau va continuer à se construire, mais au contraire, il va construire des circuits de stress. D'accord ? Et donc, voilà, c'est ce qu'on a découvert en fait avec les neurosciences, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que notre cerveau, il est en construction en permanence, et notamment ces 25 premières années. Moi, quand j'étais infirmière, on disait à partir de 20 ans, on commence à perdre des neurones. Et bien maintenant, on sait que c'est faux. Maintenant, on sait que c'est au moins jusqu'à 60 ans, on continue à faire de nouveaux circuits.
Et en même temps, c'est extrêmement rassurant, puisqu'avant, on nous disait tout se joue avant 6 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc, c'était comme si tout se jouait avant 6 ans, et si on s'était raté en tant que parent, on pouvait culpabiliser. D'accord ? Or, maintenant, on sait que le cerveau fait en permanence de nouveaux circuits. Et que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, donc ça, c'est le réseau Internet. Chez un adulte, c'est x3. Chez un enfant, c'est x10. C'est la période de la plus grande de foisonnement du cerveau. Alors, je vais juste vous passer un petit film pour vous expliquer ça qui va vraiment vous permettre de comprendre. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes,
car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Voilà. Donc vraiment, ce qu'ont découvert les neurosciences, c'est que le cerveau est fragile, vulnérable, malléable et immature. Et que nous sommes des êtres de lien. Et que ce sont nos relations plus fortes. Et que ce sont vraiment les relations qui vont construire le cerveau. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et donc, que c'est notre environnement social et affectif qui va permettre un développement harmonieux du cerveau et du développement de l'identité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un adulte éprouve de la colère et de l'anxiété, je pense qu'à peu près ici, nous sommes 95% à avoir plus de 25 ans. Donc, a priori, nous avons tous notre cortex qui est fini. D'accord? Et donc, nous sommes les personnes en capacité, normalement, à gérer notre énervement. D'accord? Or, quand Lilou fait sa crise, ça nous énerve beaucoup. Mais la réalité, c'est que chez l'enfant, c'est extrêmement différent. Et que, en fait, lui, son cerveau reptilien et émotionnel ne sont pas connectés à son cortex. Et donc, il ne peut pas se calmer. Et donc, quand il fait des crises, il fait vraiment ce qu'on appelle des tempêtes émotionnelles. Et quand, une fois ils sont sortis de la tempête, ils le disent très bien eux-mêmes. Et je ne sais pas ce qui se passe, et vraiment ça les dépasse. Quand quand je suis en cabinet avec eux, ils disent très bien, c'est comme un dragon à l'intérieur. Et une fois que le dragon est sorti, ils peuvent revenir au calme. Et vraiment, c'est Daniel Spiegel qui, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette représentation du cerveau dans la main. Je vais vous le faire pour comprendre. En fait, si on représente le cerveau reptilien par la base du pouce et le cerveau émotionnel par le pouce, on voit ces deux-là sont connectés. Et le cortex, ce sont les doigts de la main, d'accord? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Chez un enfant, on peut imaginer que son cortex, il est pratiquement pas connecté. Et quand il fait une crise, il est complètement déconnecté, d'accord? Et donc, quand ils viennent nous voir, ben, ils sont dans cet état-là. Mais si nous, on déconnecte aussi, ben, c'est la montée. Or, c'est nous qui sommes les adultes. Hier, Catherine Degan, elle a redit ça également. Vraiment, c'est nous qui sommes normalement en capacité de gérer notre cortex, parce que notre enfant, à ce moment-là, il a besoin d'un contenant pour pouvoir l'accompagner dans cette crise émotionnelle. Et il a besoin de se sentir aimé, même s'il a un comportement inacceptable. C'est pour ça qu'on dit que toutes les émotions sont acceptables, mais pas tous les comportements, on est d'accord, mais ils ont besoin d'être accompagnés pour comprendre quel est le comportement qu'on attend d'eux. Mais pour ça,
les connexions vraiment qui commencent à bien s'installer entre les deux premiers cerveaux et le cortex, c'est 6-7 ans, pas avant. Et à l'adolescence, il y a de nouveau un grand chantier au niveau du cerveau. Et donc, il faut vraiment considérer que l'adolescent, c'est pareil, il a des comportements extrêmement impulsifs, mais il ne le fait pas exprès. Le problème de l'adolescent, c'est que il réclame d'être un adulte, il a les apparences d'un adulte, mais ça n'est pas un adulte, loin de là. Et donc, ça dure bien au-delà même de 18 ans. Ouais, c'est ça. La vie de parent est un travail de longue haleine et de patience. Alors, on va faire un petit tour par le stress parce qu'aujourd'hui, on entend vraiment beaucoup parler du stress, tout le monde est stressé. Mais en fait, le stress, c'est une réalité biologique. Et on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, pour ça, je vais vous faire un petit dessin. Ici est un cerveau simplifié. Dans notre cerveau émotionnel, le cerveau limbique, on a une petite glande qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, elle a pour but, pour fonction, de capter tout ce qui se passe dans l'environnement. Et pour notre cerveau, toute situation nouvelle, toute personne qui s'approche, toute expérience nouvelle est une situation de stress, puisque c'est une situation inconnue. Et donc, notre amygdale s'allume en signalant danger. Et son but, c'est de trouver des solutions. Et donc, elle va sécréter les deux hormones du stress qui s'appellent le cortisol et l'adrénaline. D'accord ? Ce sont les hormones que nous sécrétons tous en cas de situation inconnue, nouvelle, ou en cas de situation de surprise, d'imprévu, etc. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe en situation de danger ? C'est notre cerveau reptilien qui prend le relais. Et nous sommes tous programmés pour réagir de 3 manières différentes. Ces programmes, ils sont vraiment issus quand nous étions un homme préhistorique. Et qu'est-ce qui se passait quand on croisait un tigre à dents de sabre? On fuit, on fait quoi d'autre? On est figé. On attaque. Ou on attaque. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps de notre petit enfant? Comment ça se passe la journée d'un enfant? Déjà, le matin, allez, réveille-toi. Allez, habille-toi. Prends ton biberon, prends ton petit déjeuner. Mets tes chaussures. T'as pas encore mis ton manteau, allez, monte dans la voiture. Allez, on va à la crèche ou on va à l'école. Sois sage, tiens-toi en place. Allez à la cantine. Et le soir, on le récupère. Et le paquet de gâteaux, ça lui va pas. D'accord? Et c'est la crise. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans son petit corps, tout au long de la journée, il a accumulé que des hormones de stress. Et ces hormones, pour le corps, elles sont bénéfiques puisque le but, c'est de trouver des solutions pour s'adapter. Sauf que dans la réalité de la vie, à l'école, dans les journées qu'on demande aux élèves, aux enfants, c'est d'être sage et de rester tranquille. Sauf que c'est juste impossible, puisque ces hormones ont pour but d'agir. Et donc, en fonction des enfants, en fonction de la situation, soit un enfant va faire une crise monumentale, et là on dit mais qu'est-ce qu'il a mon gamin, il est infernal. Fuir, les enfants ils ne peuvent pas vraiment, beaucoup moins. Par contre ils peuvent rester figés totalement. Et le problème c'est que ces hormones-là,
elles sont extrêmement inflammatoires. Et que si elles restent dans le corps, ça crée des maladies. Et chez l'adulte, ça crée l'épuisement et le burn-out. Alors, on va vous faire des petites scènes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? De toute façon, on prendra un temps tout à l'heure pour poser des questions. On va commencer par l'adolescent parce que... Vous avez une question? On va commencer par l'adolescent parce que par rapport à ce que disait Florence, à l'adolescence, le cerveau est en grand chantier. Donc le cerveau de l'adolescent est sous stress, déjà sous un stress énorme. Donc lui, pour ceux qui ont des ados, le moindre truc, hop, il passe en stress et attaque subtilement. Ok. J'ai une bref. Hugo, tu rangeras ta chambre, hein, mon chéri. Hugo, tu rangeras ta chambre. Hugo. Ah, ça va, c'est bon, si je vais ranger ma chambre, tu dis, t'as vu le bazar, enfin, c'est bon quoi, il y en a marre. Non, J'aimais bien, qu'est-ce qu'il y a, elle est bien ma chambre. Hugo, il y a plein de trognons de pommes et tes chaussettes qui puent, Bah, là, ça non, va. mais c'est bon, c'est une famille de nuls. Clac, et claque la porte. Alors, C'est quoi comme réaction ça? L'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. D'accord. L'ado, il ne peut pas se rendre compte qu'on est en train de lui parler gentiment. Lui, son cerveau, il est en ébullition. Il se prend attaquer en permanence. Donc le moindre froncement de sourcil ou le ton un tout petit peu haut, il réagit directement. Là, il réagit en attaque, mais on va voir les autres. Lilou, dépêche-toi, il va falloir aller à l'école. Allez, mets tes chaussures, ma chérie. Allez, réveille-toi. Il faut se dépêcher, là, un peu. Allez, viens, je t'emmène. Dépêche-toi. Alors, c'était quoi comme réaction? Figement. Et le figement, c'est vraiment dans le cerveau. Il y a une sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Et là, ça provoque une baisse du tonus musculaire. Mais c'est vraiment, concrètement, les enfants ne peuvent pas bouger. J'ai vu un papa qui, dans la rue, avec sa petite fille, était pressé. Il lui a dit « dépêche-toi, dépêche-toi ». Et tout d'un coup, elle s'est même effondrée par terre. Elle ne pouvait plus du tout bouger. Il a été obligé de la porter. Donc le figement, c'est vraiment quelquefois on dit oh bah lui il est sage et il est juste, il y a des enfants qui sont juste dans le figement. Donc, il y a une autre manifestation du figement, c'est quand les enfants se mettent à rire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, on les fâche et ils rigolent. Et en fait, c'est pas qu'ils sont en train de se moquer de nous, c'est juste qu'ils sont tellement paniqués, sidérés d'avoir ces cris, nos regards qui sont agressifs, et c'est une manière d'évacuer un petit peu ces hormones de stress. Encore, c'est vraiment important de comprendre ça. Moi, je me mets debout parce que par terre, vous ne verrez pas. Hugo, tu mettras la table, c'est l'heure. Hugo, c'est l'heure de mettre la table. Hugo, c'est l'heure de la... Ça, c'était quoi comme réaction? Et donc là, en plus, il y a une différence vraiment au niveau des garçons et des filles. Lorsqu'on appelle à table, ça c'est un petit truc. C'est que si la fille, on lui dit à table, elle va venir, et le garçon, il faut les toucher. Donc ça, c'est un petit truc qui fonctionne très bien quand on donne un cabinet. Les garçons, ils sont dans leur jeu. Le garçon là, il n'a pas du tout entendu que sa maman l'appelait. Il est absorbé, il est concentré, il se passe plein de trucs dans son cerveau, plein de connexions là. Et du coup, quand vraiment il entend maman, c'est au dernier moment, donc ça lui met un tel coup de stress que là, lui, il part dans la fuite. Donc c'est intéressant de voir avec vos enfants et aussi vous-même dans quel style de réaction vous êtes, parce que souvent on a une réaction privilégiée qui est soit l'attaque, soit le figement, soit la fuite. Et ces modes de comportement, on les a aussi adultes. Hein. Pour ça, je disais, vous pouvez réfléchir aussi à votre mode. Voilà, donc l'amygdale, ce sont ces petites glandes qu'il y a dans le cerveau émotionnel. Voilà, et donc nous avons nos 3 réactions qui sont des programmes instinctifs. Vraiment, hein, ça, ils ne peuvent pas être changés. On peut les amadouer.
Et donc, voilà, le stress, c'est vraiment une phase, il y a une situation d'alarme, on se met en tension, on résiste, et si on ne libère pas, on va vers l'épuisement. Donc, à chaque fois que l'adulte s'énerve, se met en colère, crie, fait les gros yeux, pour le cerveau reptilien, c'est égal danger. Et donc, ça se transmet immédiatement dans le cerveau de l'enfant. On dit que pour l'enfant, c'est comme si en face de lui, il n'y avait plus son parent, mais il y avait un tigre. C'est la même chose. Il va réagir de la même manière, comme face à un tigre. Soit on va attaquer si on a des copains, soit on va partir en courant, soit on va être figé. Donc lui, il ne peut plus à ce moment-là réfléchir, il est vraiment sous stress. Donc, l'enfant ne peut pas contrôler ses émotions, il vit des tempêtes émotionnelles. Et donc, plus il est jeune, plus la faim est dévastatrice, les peurs sont incontrôlables, la tristesse est sans fond, il vit de véritables angoisses et il a de très grands chagrins. Donc, les colères et les caprices sont juste les conséquences de l'immaturité du cerveau. Les enfants ne font pas de caprices. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant il reste seul et que personne ne l'aide à se calmer, il développe des connexions cérébrales, puisqu'il va continuer à développer son cerveau. Hein. Mais à ce moment-là, ça va être des connexions faites d'hormones, de stress, d'adrénaline et de cortisol. Donc ça, on a vu. Au-dessous de 6 ans, il ne peut pas contrôler ses impulsions. Ce qu'il veut, il le fait. C'est vraiment normal. Donc, beaucoup de parents, d'enfants subissent des paroles dévalorisantes, considérées par l'adulte comme anodines. Or, le regard, les paroles qui sont blessantes et humiliantes ont des répercussions désastreuses sur l'enfant. Hier, Catherine Guéguen, elle nous disait bien que l'humiliation, elle disait que c'était, je ne sais plus le pourcentage dans le monde, mais c'est énorme. Et on ne mesure pas l'impact de l'humiliation sur le développement de l'enfant. Hein, mais c'est la même chose que nous, adultes, dans notre environnement professionnel. Hein. Imaginez que nous sommes avec des collègues de travail qui passent leur temps à dire du mal de nous, à nous faire des remarques négatives sur ce que nous faisons. On n'a pas besoin d'être enfant pour être déstabilisé, voire détruit. Hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qui commence à être reconnu, le harcèlement au travail. Mais pour les enfants, c'est la même chose, sauf qu'ils n'ont pas du tout les capacités de remettre en question ce qui se passe. Et c'est d'autant moins possible pour eux qu'ils sont dépendants de l'adulte et qu'en plus, ce sont son papa et sa maman qui vont lui dire des mots violents. Et donc pour lui, c'est pas possible puisque lui, il est vu dans les papa et maman, ils m'aiment. Donc s'ils font ça, c'est que c'est moi qui ai un problème. C'est comme ça que ça se construit dans son cerveau. Hein. Voilà, et donc c'était juste un petit rappel parce que hier Catherine Guéguen en a parlé aussi, que selon l'OMS, 90 à 95% des enfants dans la planète sont maltraités, et que quand même encore aujourd'hui en France, il y a 2 enfants qui meurent de maltraitance. Et donc vraiment, c'est vraiment les neurosciences nous ont montré que c'est vraiment l'entourage qui permet la maturation du cerveau d'une façon saine. Alors, on dit aujourd'hui nos enfants sont pires qu'hier. C'est vrai, hier il y avait une psychologue qui était là qui disait que le niveau d'anxiété chez les enfants et les problèmes de scolarisation, enfin de phobie scolaire avait décuplé ces 5 dernières années. C'est une réalité. Est-ce que c'est dû à nos enfants? Quels sont les facteurs de stress aujourd'hui dans nos vies? Les écrans. Extrêmement, c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Le nombre d'heures passées sur les écrans est beaucoup trop important. Ça, c'est un vrai problème. Quoi d'autre? Le temps. De quoi? Le temps d'attention, le temps d'affection. Oui, le temps consacré avec nos enfants. Le stress des parents. C'est ça. Donc, le stress des parents. Dû à quoi? Le stress des parents. Oui, tout
à fait, voilà. C'est ça, voilà. Donc l'hyperactivité dans tous les sens fait qu'on est beaucoup moins disponible à la relation. Or, on a vu que nous étions des êtres de lien et que nous nous construisons dans le regard avec l'autre. Donc effectivement, quoi encore? L'avenir. Exactement, c'est vrai. Les soucis de climat, de morosité, complètement, tout à fait. Les problèmes financiers. Quoi encore? J'ai entendu l'école. Ouais. L'école. Parce que c'est l'âge quand ils sont petits, par exemple, même si les enseignants font mieux, mais de rester toute la journée assis pour un petit, c'est l'âge où on a dit son cerveau n'est pas fini, il a besoin de bouger, il doit se concentrer toute la journée, il y a 25 élèves, donc effectivement, c'est une grosse source de stress pour l'enfant. Quoi d'autre encore? Les journées à rallonge, parfois il y a des activités en dehors de l'école. Complètement. Il y a en dehors la danse. C'est ça, tout à fait. Ouais, il faut en faire toujours plus. Tout à fait. Quoi encore? Les jugements de valeur. Les jugements de valeur, oui, tout à fait. Encore quoi? Oui, les critiques entre eux, les tensions, tout ça. Ouais. Le regard des autres. Ouais. La pression sociale, tout à fait. Moi, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, c'est toujours quand j'ai mes beaux-parents qui me regardent que je commence à faire des trucs ou dire des choses que jamais je m'étais dit dire. Mais bon, alors ça, tout va bien. Quoi d'autre encore en facteur de stress? Ouais. Effectivement, on ne prend pas le temps de parler, de se comprendre, de s'écouter. On a vu que c'était fondamental. Et puis, il y a d'autres facteurs comme l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons une alimentation qui est beaucoup trop acidifiante, beaucoup trop avec des produits chimiques qui ont des répercussions sur notre santé. Et puis, nos enfants manquent fondamentalement d'activité physique et de contact avec la nature. Avant, maintenant, laisser les enfants faire du vélo dans la rue, on s'inquiète en permanence. Alors, il n'y a que, ne serait-ce que 40 ans, les enfants, ils pouvaient aller faire du vélo, passer d'une maison à l'autre. Il n'y avait pas les mêmes envies. Mais maintenant, on cloisonne, tout le monde doit rester chez soi. Et chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On allume un écran. Mais bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. D'accord? Donc on est vraiment dans une société de la peur. Où maintenant, eh ben, on reste tous cloisonnés chez nous. Sauf que le problème, c'est que notre corps se crée plein d'adrénaline et de cortisol. Et c'est pour ça que nous allons mal. Et que l'adulte est stressé, l'enfant est stressé. Et donc, on est dans l'escalade en permanence. Et donc, au lieu d'être dans du bien-être à être ensemble, eh ben, on est dans des conflits en permanence. Et tout ça n'est pas que psychologique, loin de là. Voilà, donc on a vu les rythmes effrénés. Les enfants, quand on imagine les journées qu'on leur demande, mais même en tant qu'adulte, on s'est épuisé. Donc c'est normal que les enfants fassent des crises. On ne peut pas leur éviter ça. La surstimulation dans un magasin, hier c'était très chouette le spectacle, mais les magasins c'est à proscrire pour les enfants. Leur cerveau ne peut pas encaisser autant de stimulation. C'est impossible. Voilà, donc on a parlé de tout ça, déménagement, séparation, deuil, les harcèlements, l'entrée à l'école, les maladies, les écrans, bien sûr. Vraiment, on est dans un vrai problème de société. Quand on imagine que notre cerveau se construit à 700 connexions secondes, quand on imagine le temps qu'ils sont passés devant les écrans, quand je vois les jeunes maintenant, dès 8 ans, ils font du Fortnite, c'est un jeu vidéo où ils passent leur temps à se tuer. D'accord? Quand on pense les heures que l'enfant va passer à faire ça, il connecte ça dans son cerveau. Quel adulte ça va donner demain? Ça fait peur. Donc, on a vu la pollution, l'alimentation, bien sûr, le dérèglement de la flore intestinale, tout ça va avec. D'accord? Voilà. Donc, le cerveau de nos enfants, il est juste saturé. Juste saturé. Et c'est pour ça qu'ils font des crises, d'accord? Par tout ce qu'on a vu.
Et donc, une des solutions vraiment qui sont extrêmement importantes, c'est quel type de relation j'ai envie d'avoir avec les gens qui m'entourent. Est-ce que j'ai envie de me fâcher ou est-ce que j'ai envie d'être dans une relation bienveillante, d'amour, où on va apprendre à se parler, apprendre à communiquer, apprendre à écouter nos besoins. Et donc, quand on est dans cette attitude-là, à ce moment-là, notre corps sécrète l'antidote qui est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du bien-être. D'accord ? L'ocytocine, il est sécrété à partir de 20 secondes quand on prend quelqu'un, un enfant dans ses bras. Il est sécrété quand on a des paroles bienveillantes entre nous. Il est sécrété quand on écoute les émotions et les besoins de tout le monde. C'est pas que pour les enfants. D'accord ? Donc cette ocytocine, elle est fondamentale. C'est l'antidote qui nous permet que notre réservoir, notre corps, on va le remplir d'amour et de sécurité plutôt que de stress. Et Isabelle Filiosa, elle dit que l'amour est le carburant indispensable au fonctionnement de tout être humain, et encore plus des enfants. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si nos enfants ils démarrent leur journée avec leur réservoir presque à vide? Ils ne peuvent pas passer une bonne journée. C'est impossible. Ils ne peuvent pas démarrer leur journée qu'en ayant rempli leur réservoir, qui va leur permettre de s'adapter au cours de la journée, mais ils ont besoin de refaire le plein le soir en arrivant. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous, on arrive le soir, on est fatigué, il est 18h, dépêche-toi, viens manger, fais tes devoirs, prends ta douche, va te coucher. Quel temps on a passé de qualité ensemble? Rien. Et donc, c'est pour ça que nous sommes tous épuisés de cette vie que nous menons. Donc, l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Donc, vraiment un des outils fondamentaux, c'est faire du contact, du contact, du contact. Et c'est pour ça que même quand nos enfants ont un comportement inacceptable, nous, on a dans nos croyances que c'est en le punissant, en l'éloignant, en l'isolant, qu'il va comprendre et se calmer. C'est exactement l'inverse. Parce que c'est parce que justement, il a tellement besoin d'être entouré, compris, qu'il a besoin que même quand il a un comportement inacceptable, que nous l'aimions par-dessus. Voilà, donc c'est la molécule de la relation aux autres et de l'amour. Voilà. Donc on va faire un petit tour par les émotions maintenant. Et je passe la parole à Frédéric. Donc la mauvaise nouvelle de la journée, c'était que vous n'avez pas fini d'en baver puisque le cerveau des enfants se construit de 0 à 25 ans. Là, vous avez vu que le préfrontal n'est pas formé avant 25 ans. Donc avant, on va falloir gérer les crises de stress, tout ça. Mais on va vous montrer après comment faire. La bonne nouvelle, c'est que vos enfants sont normaux. Donc s'ils claquent la porte, s'ils crient, s'ils font des cris, c'est normal et naturel. Donc c'est plutôt bon signe. Donc on a vu que le cerveau des enfants en bas âge, mais aussi des adolescents, était vraiment chargé de stress. Et là, on va voir comment accompagner les émotions, parce que si on n'accompagne pas les émotions de l'enfant, c'est encore pire. Garder ses émotions, ne pas les exprimer, le cerveau est encore beaucoup plus sous stress. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'une émotion, à quoi ça sert, et ensuite on vous montrera avec Florence comment accompagner tout ça. Allez, on va faire un petit quiz. Donc vous allez devoir deviner de quelle émotion il s'agit. Donc Laura, 5 ans. J'ai le cœur qui bat très vite, je sais pas vous entendez. Oh là là, j'ai mal au ventre et puis il y a plein de cortisol et d'adrénaline dans mon cerveau et je le sens tout chargé d'oxygène qui se dirige vers mes jambes et j'ai froid, j'ai des frissons partout et j'entends mieux, je vois mieux, je parle plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un gros chien! Et si je suis un adolescent,
un adolescent, Hugo, ça fait 3 mois que je suis amoureuse d'Adèle. Et là, moi je sais comme le Lilou, il faut que j'aille dire à Adèle que je l'invite à la fête. Et c'est pareil, hein, j'ai froid partout, tout mal au ventre, oh là 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 là. Il faut que j'aille voir Adèle, je ne sais pas aller. Alors c'est quoi comme émotion? Là, vous entendez? La peur. Alors la peur, hop. Alors la peur, c'est quoi la cause de la peur? Dans les exemples qu'on a vus, par exemple, ou autres. Un danger, ouais. Un danger. L'inconnu. L'inconnu, voilà. Un danger, l'inconnu, ça va générer la peur. Et alors, ça se situe où dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a peur? Donc, j'ai expliqué un petit peu, et c'est essentiellement dans le bas du corps. Dans, hop, les jambes. Parce que j'ai besoin d'avoir plein d'oxygène, plein de choses dans les jambes pour pouvoir partir en courant. Et tous mes sens sont en éveil. Par exemple, là, je peux avoir le trac devant vous, je ne vous connais pas. Eh bien, ça me permet, tous mes sens sont en éveil. Voilà, j'entends mieux, ma voix porte mieux, mon cerveau fonctionne mieux pour me remémorer la conférence. Alors ensuite, ça sert à quoi? Parce que vous allez me dire, sentir tout ça, c'est pas forcément agréable. Donc ça sert à quoi la peur? À se mettre en sécurité, ouais, tout à fait. Être plus réactif, tout à fait aussi. Voilà, réagir très rapidement. Donc là même, se protéger, survivre, se dépasser. J'ai même dit j'ai mal au ventre. En fait, le système digestif, il s'arrête pour que toute l'énergie soit disponible pour réagir s'il y a un danger. Alors... Donc si on n'avait pas de peur, eh bien, on serait mangé déjà par les dégradants de sabre, je traverse la route, je me ferais écraser, parce que voilà. Et puis là, aujourd'hui, rien ne prépare, rien. Je sais pas, on fait une conférence? Ah ouais, les émotions. J'aurais pas eu de trac, donc j'aurais rien préparé. J'aurais pas eu le trac, c'est une petite peur. Alors, comment se passent les émotions? Donc, en règle générale, on a 3 phases dans une émotion. Peut-être que vous ne voyez pas bien, je suis là. Il y a une phase de charge, donc je vois le chien arriver, hop, sécrétion d'adrénaline, cortisone, amygdale, sommeil, à l'intérieur. La tension, mais je pars en courant. Et la décharge, eh bien la décharge quand j'ai peur, quand le chien est parti, ça va être je vais trembler, je vais crier. Et c'est ça qui va nous intéresser. Alors quand j'explique ça aux enfants, j'explique ça avec un toboggan. On monte le toboggan, il y a le chien qui arrive, dans le cerveau c'est l'alerte. Ensuite, eh bien, je pars en courant et puis je me détends ensuite quand c'est fini. Donc ils aiment bien parce que ça leur parle bien au niveau image. Donc la décharge, ça va être ça, tremblement, cri, et on va voir justement tout à l'heure combien c'est important d'accueillir ça. Parce que qu'est-ce qui se passe si on empêche ça? Si on dit, comme disait ma maman, mais sérieux, regarde, il est gentil le chien, le truc arrive comme ça, et bien moi je me dis, ben ma maman elle sait mieux que moi, c'est quand même ma maman, et si je dis pas comme elle va plus m'aimer, donc... ben, je vais me dire aussi qu'il est gentil, du coup je me coupe de mon ressenti, et quand je suis adulte, ben, je dis c'est bizarre, je ne sens pas mes émotions. Donc c'est vraiment important d'écouter ce que dit l'enfant, on va voir après, d'écouter sans nous interpréter, se dire oh là là, si je lui dis qu'il est gentil, il aura moins peur. Non, ça va être pire, sauf qu'on ne le verra pas. Dans son cerveau, ça sera le gros stress, mais à l'extérieur, on ne le verra pas. Il pourra être par exemple figé. Donc voilà, de dire ça, ça bloque la décharge et ça peut être dangereux puisqu'ensuite, s'il y a vraiment un énorme chien qui arrive et qui ne se protège pas, il peut se faire culbuter. Donc voilà. Alors, on va faire une autre émotion. Devinez, donc oui. Donc, voilà, là c'est la respiration bien plus ample et puis j'ai froid, j'ai envie de me recroqueviller, et puis dans le cerveau j'ai aussi plein de cortisol aussi, et puis je sais pas, je suis pas très bien. C'est parce que mon petit chat a disparu, je sais pas où il est. Oh, mon petit chat. Et alors l'adolescent, lui, qu'est-ce que ça va être? Hugo, il est allé voir Adèle. Il a demandé à Adèle. Oh là, moi je sens comme Lilou, Adèle, elle veut pas sortir avec moi, elle veut pas venir avec moi à la fête d'Antoine. Oh non! C'est quoi comme émotion? La tristesse. Alors c'est quoi la cause de la tristesse? Une perte. Pardon? Ouais, une perte.
une perte de quelqu'un qu'on aime bien, une déception. Un échec, exactement. Donc une tristesse, ça peut être aussi une perte de quelqu'un de cher, d'un animal, mais aussi d'un lieu. Je déménage, mes parents se séparent, même si je les vois tous les deux. Donc c'est vraiment une perte, une séparation. Et donc ça va se passer où dans le corps? Là je trouve ça intéressant. Parce que ça se passe dans le cerveau, dans le cœur. Donc ça montre bien que la tristesse est liée à la relation avec l'autre. Et donc le corps se met en pause. Et il y a des chercheurs qui ont essayé de voir à quoi ressemblait le corps. Donc ils ont vu un peu les zones d'activité dans le corps lorsqu'on était triste. Et on voit vraiment que c'est le cœur et la tête. Donc le cœur, on comprend bien, parce que c'est la relation, je perds mon petit chat. Et pourquoi la tête? Parce que quand je perds mon petit chat, eh bien, je vais commencer à y penser. Donc la nuit, il y a plein d'images qui vont venir, et dans la journée. C'est pour ça qu'on a aussi la tête qui est impliquée dans la tristesse. Alors du coup, le rôle vraiment de cette tristesse, pareil, on peut se dire, c'est vraiment pas agréable, faut sentir ça, pourquoi il y a ça? Eh bien, c'est ce qui va me permettre de faire le deuil, de tourner la page. Si on dit tout de suite... Il faut faire un câlin. Et voilà, l'exemple est quand même concret là, on a sorti là. Là, je dis la décharge. Normalement, je tremble et je... Donc, du coup, la tristesse du deuil, oui, l'idée c'est vraiment de faire le deuil, c'est de tourner la page, d'accepter quelque chose. Donc, si mon petit chat, on me dit tout de suite, oh, c'est pas grave, ton petit chat, allez, on va t'acheter un autre petit chat, non, parce que je peux pas me rattacher à un autre petit chat si moi-même j'ai pas fait tout le processus de deuil. Et le processus de deuil, ça prend un certain temps. Donc c'est vraiment important. Souvent, on n'a pas du tout envie de voir ça, parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément accueilli nos émotions. On se dit, je veux pas voir, mais plus on enfouit, plus l'enfant il a du stress et plus il est vraiment en difficulté à l'intérieur. Donc c'est important, et c'est important aussi pour Hugo, pareil, de faire le deuil, que voilà, Adèle a dit non, et du coup, avant de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il a besoin de passer par là et de prendre ce temps. Alors, s'il n'y a pas de tristesse, eh bien, il n'y a pas possibilité d'attachement, il n'y a pas possibilité de relation avec d'autres personnes, il n'y a pas d'amour, pas d'amitié. Si il n'y a pas de tristesse, voilà, il n'y a pas l'inverse. Alors, comment ça se passe la décharge? Eh bien, la décharge, ça va être vraiment le haut du corps. C'est-à-dire que là, on voit quelquefois, on va vraiment tout à l'heure vous permettre de différencier le stress, les crises de colère, de stress. Là, la tristesse, c'est vraiment le haut du corps, parce que des fois, ils font... C'est hyper casse-pied quand on fait ça, moi je suis comme ça. Le truc, on ne sait pas trop, les mythiques, les raisins, mais là, le corps, c'est... Et là, c'est vraiment le haut du corps, et avec des larmes. Pas toujours des larmes, mais en tout cas, voilà. Et les larmes sont très importantes parce qu'à l'intérieur, les chercheurs ont montré qu'il y avait de l'ocytocine, de la cortisol du cortisol qui sortait, donc c'est vraiment nécessaire ces larmes. Et donc si encore une fois, eh bien, j'empêche la tristesse, pareil, si on me dit mais non c'est rien, ton petit chat c'est rien du tout, du coup je vais plus pouvoir m'attacher, je vais plus faire confiance à mon ressenti. Je vais bloquer ma décharge, et puis, comme a dit tout à l'heure Florence, plus on garde ça, les émotions, c'est aussi du stress. Il y a aussi du stress dans les émotions. Donc si je garde ça, ça peut agir sur mon système immunitaire, je peux être souvent malade, etc. Moi je sais qu'enfant, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais enfant, on n'accueillait aucune de mes émotions. Et bien j'étais tout le temps malade. Mon fils, j'ai accueilli énormément, il n'est jamais malade, même la pharmacienne me dit, mais comment vous faites, il n'est jamais malade votre fils? Donc, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, évidemment, ça joue. Ça, c'est mesuré sur le système immunitaire. Alors, une autre... attendez, je réfléchis. On va faire une autre. Devinez. Là, j'ai chaud partout. Non, Laura a 5 ans.
J'ai chaud partout, qu'est-ce qui se passe? Et puis dans le cerveau, et puis mon cœur pas très très fort, et j'ai chaud. Et à l'intérieur, il y a de la dopamine, l'hormone du plaisir, et puis de la sérotonine, le truc qui fait qu'on a envie d'avancer dans la vie. Et puis un autre truc qui fait qu'on a pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe, vous savez-vous? Et donc Hugo, finalement, j'ai été voir Adèle. Elle a dit oui. Trop la classe, je vais la péter à la tête. Elle est super sympa, c'est génial. Oh là 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 là, je suis contente, ça fait 3 mois que j'attends ça. C'était quoi comme émotion? Alors la joie, c'est quoi la cause de la joie? C'est l'amour. Qu'est-ce qui provoque la joie? Le succès, la réussite, la satisfaction, la rencontre aussi. Voilà, le partage. Donc j'ai réussi mon examen, c'est super, waouh. Je me suis réalisée, j'ai trouvé un nouveau travail qui me plaît. En coup, je rencontre un homme. Donc c'est vraiment ça aussi rencontre. Alors où ça se trouve? Et donc là, les chercheurs ont à nouveau mesuré dans le corps les zones d'activité. Et la joie, c'est vraiment partout. C'est pour ça qu'on a envie de faire ça quand on est enfant. Parce que c'est vraiment dans tout le corps. On voit bien par rapport à la peur, la tristesse. Alors le rôle, je dis avant, mais en fait il faut que je vous pose la question. Alors le rôle de la joie, c'est quoi? Ça sert à quoi la joie? À se remplir. Libérer les hormones. Oui, aussi, ça libère les hormones du stress, ouais, tout à fait. On se recharge, ouais. Ça dit la joie, je suis dans la bonne direction, je suis sur la bonne voie, j'ai trouvé un métier qui me plaît, j'ai rencontré la bonne personne. C'est ça qui donne envie d'avancer dans la vie. Donc mes besoins sont assouvis, c'est ça que ça dit la joie, mes besoins sont assouvis. Oh, enfin, j'ai trouvé le métier qui me plaît, enfin j'ai trouvé l'homme qui me plaît, ou comme Hugo, la fille qui me plaît, voilà, ça donne, on est sur la bonne voie, c'est ça que dit la joie. Donc, s'il n'y a pas de joie, bah pas de joie, pas de pain de chocolat, mais pas de voix, c'est voir mon enfant marcher, ça me fait rien, inviter des copains, ça me fait rien, donc il n'y a pas de sens à la vie, quoi, s'il n'y a pas de voix, s'il n'y a pas de joie. Et qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand ils sont joyeux? Calme ta joie un peu, hein. Ça fait trop de bruit la joie. Hein. C'est ça, ouais. Et donc comment, justement, comment ça se manifeste? Ça se manifeste vraiment, on a envie de rire, on a envie de sauter, et la joie, ça se partage. Donc quand en tant que parent on dit allez, calme-toi, l'enfant il a juste envie de partager. Et là on peut partager avec lui, on le fera après, parce que justement nous, ça nous fait du bien aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se partage, la joie. D'ailleurs, si dans le stade de foot, là, pendant les matchs, la Coupe du Monde, on avait dit, ça y est, calmez-vous, il y a 1000 personnes, je ne sais pas comment ils sont dans les stades, ça va, là, les gars, c'est pas qu'il y a marqué un but. Vous imaginez quand même, voilà. Donc c'est vraiment communicatif, la joie aussi. Tout à l'heure, Florence parlait des cerveaux là, qui déconnectaient. Quand l'enfant était sous stress, ça nous amenait à être sous stress. Et bien la joie, c'est pareil, quand on a un qui ressent la joie, on dit que dans le cerveau, on a des neurones miroirs, et chez l'autre, ça les met en route aussi, et il ressent aussi de la joie. Alors, une autre notion, vous avez commencé à dire. Donc Laura, Laura, 5 ans. Je suis... là. Ah ouais. La joie. Cette crotte de mammouth qui m'a piqué ma trousse. Reine des neiges. Je commence pas comme ça. C'est pour ça que je peux pas. Donc j'ai le cœur qui... J'ai chaud partout, dis donc, et puis j'ai le cœur qui
Et donc Hugo. Ça va, bah, c'est nul. Adèle, finalement, elle part avec Antoine à la fête, quoi. Alors là, c'est dégoûtant, quoi. Je suis vraiment verte, quoi. Je l'ai invitée, puis finalement, elle part avec Antoine. Non, mais ça va pas. Alors, c'était quoi comme émotion? Ouais, c'est ça, ouais. Faut être gentil Ouais, pour c'est les gens. Elle est déçue sur la colère d'ailleurs. On fera la crise tout à l'heure. Donc, c'est quoi la cause de la colère? Justement. Et là, la frustration, oui. L'incompréhension. Les besoins non satisfaits. Un conflit, ouais. C'est l'injustice et la frustration, vraiment. On va voir, on va différencier violence, colère. La colère, c'est vraiment l'injustice, la frustration. Elle m'a piqué ma casquette Spider-Man. C'est injuste. Adèle m'avait dit oui, elle part avec Antoine à la fête, c'est vraiment de l'injustice. Donc là, c'est vraiment une colère saine. Ce que j'ai pas dit, c'est que les émotions, donc quand c'est des vraies émotions, pas du stress, de la violence, etc., ça passe normalement rapidement. Une émotion, c'est 90 secondes. Alors bon, dans la vie de tous les jours, voilà, comme souvent on la bloque, ça dure plus longtemps. Mais normalement, c'est très rapide. Une colère, ça peut être très très rapide. Donc, et ça se passe où la colère? Donc j'ai dit, si vous avez bien écouté, ça allait où le sang? Dans la tête, haut du corps. Voilà, c'est pour ça qu'on en vise un. Parce que, voilà, quand ils ont mesuré, c'est vraiment ici, le sang il afflue ici. Donc c'est vraiment là en fait où ça arrive. Hein? Pourquoi des zones bien spécifiques alors que tout est relié en fait? Ben parce que le sang il afflue dans certaines parties vraiment, et parce qu'il y a vraiment certaines parties du corps. Par exemple, je vous disais pour la peur, il y a des parties du corps qui sont anesthésiées. Pour, par exemple, je vous disais les intestins, pour que ça fonctionne, qu'on ait de l'énergie ailleurs, c'est-à-dire que toute l'énergie, elle va à des endroits. Là, la colère, c'est pour se défendre son territoire. Là, je vais expliquer. C'est mon identité, mais je vais détailler. Comme la colère, c'est une énergie pour effectivement se protéger, eh ben, il faut avoir cette énergie comme ça pour dire stop. Comme ça. D'accord, la joie c'est libératrice. Voilà, Voilà, c'est ça. Ouais, Oui. exactement. La joie, voilà, c'est le contact avec les autres, donc enfin, le partage. Donc le rôle, alors là je vais détailler parce que souvent en France et dans d'autres pays aussi, la colère n'est pas très bien acceptée, aussi parce qu'on confond avec le stress, etc. La colère, elle est indispensable au développement de l'enfant, elle est nécessaire. C'est se réparer, s'affirmer. La colère, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai acheté une voiture toute neuve, et là, moi qui me rentre dedans quoi. Et bien c'est exactement comme Lilou, Lilou qui se fait piquer sa casquette, c'est pareil, il y a quelqu'un qui fait un coup, ou Hugo, la copine, elle a changé d'avis. C'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on fait un constat. On fait un constat pour dire, voilà, vous êtes rentrés dans la voiture, et Lilou, la maîtresse, elle vient, et elle dit, ben oui, Kevin, tu as pris la casquette de Lilou. Donc du coup, elle fait le constat que oui, il y a eu quelque chose, et elle a fait une Réparation. enfin, on n'est pas dans la réparation, une médiation. Voilà, quelque chose qui était injuste. Donc là, c'est le constat. Et Hugo, c'est pareil, le constat, c'est là, c'est pas juste quoi. Adèle, elle avait dit oui et elle dit non. Donc c'est important de passer par cette phase. Et ensuite, on est dans la phase de réparation. Donc ma voiture, je vais aller la faire réparer par un carrossier, pouf, il va me remettre ça. Et Lilou, elle, bah, la maîtresse va venir, va dire, bah écoute, Kevin, je me perds en nom. Kevin, du coup, tu vas réparer, soit tu rends la casquette, soit qu'est-ce que tu veux en échange, Lilou. Donc vous pouvez faire un jeu ensemble, ou alors Kevin te fait un dessin. Il faut qu'il y ait réparation pour qu'on répare et qu'elle se retrouve elle-même, son intégrité. Et pour Hugo, c'est pareil, lui, ça va être quoi? Ça va être réparation, ça va être aller dire à Adèle, ben moi je suis pas d'accord, je t'ai invité et c'est dégoûtant. Donc moi c'est fini entre nous. Ou alors après, ou alors on discute pour voir, voilà, qu'est-ce que tu choisis de faire maintenant. Mais moi en tout cas, ça ne va pas. Je le dis, donc je me répare aussi. C'est un peu, pour résumer, comme si au début j'étais comme ça, et puis tout d'un coup, je me prends un coup, c'est injuste, c'est une frustration, et là ça va être quoi la colère? Ça va être juste de me réparer. La colère, ça va pas être de donner un coup à l'autre. La colère, c'est je me répare, et je redeviens moi-même Frédéric. Parce qu'on m'a donné un coup, et je retrouve mon identité.
Alors, pour... je sais pas, est-ce que c'est clair déjà ça par rapport à la colère? Voilà. Donc du coup, ça veut dire que si j'ai pas de colère, donc j'ai ma sueur au cul, et puis après, je me prends un coup, mais je dis rien parce que j'ai appris comme ça. Un autre coup. Un autre coup. Donc ma voiture à la fin, elle est toute cabossée. Donc c'est ça quand on n'exprime pas la colère. Et quand j'exprime la colère, parce que je sais dire non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Et dans la construction de l'enfant, on a 4 phases. Et la phase de 2 à 3 ans, on dit c'est la phase du non, et bien c'est ça, c'est dire je suis pas d'accord. C'est dire non. Et c'est quand on met voilà les points, là, le haut du corps, c'est dire je suis pas d'accord. C'est pas aller casser la figure à l'autre, c'est juste dire bah, moi, je m'appelle Frédéric, on me pique pas ma casquette Spider-Man et on ne rentre pas dedans. Voilà, c'est vraiment ça la colère et c'est vraiment important. Enfin, j'insiste parce que moi je sais que ça a changé, comme je disais, j'étais dans la tristesse et le jour où j'ai retrouvé la colère, d'abord j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai pu dire ok, mais c'est ça les limites. C'est un peu poser ses limites. Souvent les gens disent bah, au travail j'arrive pas, mon supérieur il m'embête, je sais pas poser ma limite. Eh bien c'est ça en fait, c'est juste oser être capable de dire non. Alors, donc la décharge, on va voir après, la décharge, ben, on sait dire non déjà. Et puis on va taper sur un coussin, on va déchirer des feuilles. Il y a pas mal d'outils qui existent par rapport à ça. Alors, donc c'est là où on va différencier la colère. La colère, on a dit, c'est constructif, hein, puisque là, je me répare. La violence, elle est complètement destructrice. C'est les guerres, c'est à l'état de son voisin, les coups de voiture, etc. La colère, c'est vraiment l'injustice, la frustration, alors que la violence, c'est quand on refoule la colère, et bien à un moment donné, ça fait aussi du surstress, et à un moment donné, tout ça, il faut que ça sorte, et ça sort en violence. Donc la colère, elle parle vraiment de nous, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas qu'on touche à ma voiture, on ne me pique pas ma gomme, voilà. Et c'est pas projeté sur l'autre, c'est pas c'est Gwen. Donc souvent, la violence, soit on projette sur l'autre, comme les guerres, c'est méchant, etc. Et soit aussi, on peut projeter sur soi, et là, bah, on est malade, des choses comme ça. On parlait tout à l'heure aussi sur l'immunité, on peut retourner ça aussi contre soi. Donc voilà vraiment la différence, et dans notre société, voilà, la colère est souvent mal vue parce qu'on confond avec la violence. Et parce que nous aussi, on n'a pas pu exprimer notre colère, donc c'est extrêmement difficile d'accueillir une colère si nous-mêmes, on n'a pas pu le faire. Donc, les émotions, voilà, c'est pour dire que c'est nécessaire. S'il n'y avait pas eu de peur, on aurait été mangé par des tigres à dents de sabre, on ne serait pas là. S'il n'y avait pas eu de joie, bah, on n'aurait pas de sens à nos vies, on n'aurait pas envie d'avancer dans notre vie. S'il n'y avait pas de tristesse, on n'aurait pas de relation les uns avec les autres. Et s'il n'y avait pas de colère, on n'aurait pas d'identité. On serait tous un peu confondus. Alors quelque chose d'important aussi, c'est dire... souvent, on a l'impression qu'on sait mieux que l'enfant. Comme on nous dit, mais non, t'as pas peur. Ou on dit, là, il doit ressentir de la tristesse, de la colère. En fait, chacun a son propre ressenti. Chacun a son identité et a son propre ressenti. C'est-à-dire qu'à un même événement, les personnes vont ressentir des choses différentes et nous allons vous le prouver tout de suite. Alors, par exemple, j'arrive chez moi, une femme a me filet, et là, dans le lit, je vois mon mari avec une autre femme. Donc, on va voir la première. Mais comment je vais faire tout ça? Alors, ça, c'est quoi comme émotion? La tristesse. Donc une deuxième Françoise II arrive. Vous une meilleure réparation là. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, moi j'ai pas d'argent, c'est lui qui avait tout l'argent. Ça c'est quoi comme peur? Et avec une autre femme, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ah non, mais alors là, pardon, dehors, je ne suis pas. Ça c'est quoi comme émotion? Et vous vous dites non, c'est pas possible derrière. Mais si, c'est possible. Enfin, je suis libre. Non, c'est pas vrai, moi aussi j'ai un amant. On va pouvoir faire des mariages. Et si on transpose ça à l'enfant, Laura qui a peur du chien, c'est pareil. Laura, elle voit le chien et tout d'un coup elle est en colère parce qu'elle a vu le même chien qui a renversé son petit frère la veille. Ou elle est triste parce qu'elle a vu le même chien écrasé. Ou alors elle est joyeuse parce que c'est le même chien
voilà, donc c'est pour dire que voilà, on ne peut pas dire à l'enfant tu ressens ci, tu ressens ça. C'est vraiment propre à son identité. Alors, on va terminer. Donc maintenant, on va vous... Ben voilà. Vous montrer comment accueillir, parce que souvent les gens disent oui, mais bon, en fait, on fait comment? Ah, voilà, au revoir, merci. Maintenant, on va vous montrer comment on accueille les émotions. On n'a pas des outils concrets, mais on montre comment on accueille. Alors, on va commencer avec... Ah ouais. Parce que lorsqu'on a les phases d'émotion, la charge, tension, décharge, et bien lorsqu'il y a la décharge, l'enfant, comme disait Florence tout à l'heure, il n'est pas capable de gérer ça tout seul. Son cerveau n'est pas suffisamment mature. Quand on lui dit va dans ta chambre, en fait, il reste sous stress. On a l'impression qu'il est calmé, mais il ne peut pas tout seul. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un adulte, et donc Florence, je vais l'accompagner. Je vais me mettre en bas du toboggan pour accompagner chacune des émotions. Alors d'abord, on va accueillir... le chien. Alors quand il y a le chien, j'accueille, voilà. Mais ensuite, lorsque le chien est parti, c'est là où elle va faire sa décharge. Et là, je ne vais pas parler beaucoup. Là, je parle pour vous, mais il n'y a pas besoin de dire beaucoup de mots. Je vais juste dire oh, t'as fait super peur ce chien. Oui, t'as fait peur. Et donc au début, vous allez vous dire, Florence et Frédéric, ils ont vraiment raconté des âneries, parce qu'au début c'est pire, parce que plus vous dites, toi tu as peur, plus il y va fort, parce que son cerveau, il a l'autorisation de lâcher à ce moment-là. Quand je la tiens, ça fait une sécrétion d'ocytocine dans son cerveau, ça enlève la cortisone et l'adrénaline s'en vont, et donc ça lâche encore plus, donc elle pleure encore plus et encore plus fort. Donc sur le moment, voilà ce que je vais faire. Et ensuite, à la maison, je vais parler du chien, on va regarder d'autres chiens, on va dire, bah t'as vu celui-ci, regarde, il a des grandes oreilles, celui-ci est tout long avec des petites pattes, pour que petit à petit elle s'habitue au chien et qu'elle ait moins peur. Et ensuite, on va aussi à la maison faire des dessins du chien, on va lui dessiner, on va lui mettre des bottines de grand-mère, on va lui mettre un chapeau sur la tête pour un peu dédramatiser. Voilà, donc il y a vraiment sur le moment, là je parle, mais sur le moment il y a juste à être super empathique, à pas commencer dans notre tête, juste être là et dire waouh, t'as super peur. Et ça suffit. Alors ensuite, ah oui, c'est toujours la même, mais avec l'adolescent. Ah bah avec l'adolescent, voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas l'air d'aller? Tu vas m'en parler? Ouais, c'est pas facile là. Donc là on touche surtout pas là-dedans. Ouais, c'est elle. Ouais. Je sais pas comment lui parler. Ah ouais, tu veux pas aller lui parler? Ouais, je vais pas y aller. Ah ouais, oh, ça fait super peur d'aller lui parler. Ouais. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ouais. Oh. Donc là, on va pas aller plus loin, on va pas vous résoudre tous les trucs. Hein, quand même. Non, mais c'est juste pour dire que l'adolescent, on est là, lui, c'est pareil. On va pas dire, enfin, non, on va pas commencer à dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Alors là, non, on va juste être là. De toute façon, sinon, il va nous. Si on en parle trop, il va nous virer. Donc là, juste, on est dans l'écoute complète. On est avec lui, on n'est pas dans nos têtes. Voilà, donc là, on a vraiment très peu de choses à dire. Alors ensuite, la tristesse. Donc là, Lilou, encore a perdu son petit chat. Donc là, c'est vraiment pareil. Je fais plein d'ocytocine dans son corps, je verbalise et là, comme elle se sent entendue, elle peut lâcher encore plus. Donc c'est encore plus fort, encore plus fort. Et les premières fois, ça peut être vraiment fort. Voilà. Et donc, je ne vais pas dire, mais non, c'est pas bon, j'en rachète un autre. Ou voilà. Et donc après, ça c'est sur le moment. Et plus tard, je vais mettre des photos. Je ne vais pas me dire, allez, donc le petit chat,
voilà, j'ai pas envie d'avoir vécu. Donc nous, le petit chat, éventuellement, on va faire une cérémonie, on va l'enterrer dans le jardin. Et on va mettre des photos, et donc des photos, et au début, dès qu'il n'y a pas de... Voilà, et ensuite, petit à petit, elle va faire le deuil, et c'est en plus, une fois qu'elle aura fait le deuil, elle pourra après s'ouvrir un autre petit chat. Donc voilà, pareil, il y a vraiment très peu de choses à dire, juste être présent et les adolescents, que ça fait présent tout le temps, empathique au maximum. Et donc là, je ne vais pas dire c'est pas grave, vous avez envie de dire. Donc là, c'est Laura, 5 ans, le Père Noël est passé. Voilà, on partage et on ne dit pas oui, c'est bon, moi je connais, ça fait 40 ans. D'abord, il n'existe pas. Et ça, c'est très facile à partager, franchement. Oui, c'est ça. C'est quand on Oui. voit qu'il y a que Et c'est pour ça que c'est vraiment de se dire quand il pleure, encore plus, se dire super, ça sort de son cerveau là. On se dit, moi je me dis, le cortisol sort super, allons-y. De voir ça comme ça n'empêche qu'on se voit, on se dit, mais c'est super, ça va pas rester, ça va pas faire du stress du tout. Donc là c'est... Je sors avec Adèle. Après, ils nous parlent pas forcément de leurs problèmes, de leur histoire de cœur. Mais... Alors, Lilou. Donc là, c'est Lilou qui a 5 ans et qui vit donc là, c'est que je devais l'amener au cirque et en fait, il y a une grève et du coup, il n'y a pas de cirque. Il y a pas, on va pas pouvoir aller au cirque ce soir. Ouais, il n'y a pas de cirque. Oh, Mais c'est toujours ta faute, c'est encore qu'est-ce que t'as fait? C'est toujours comme ça que tu me dis des choses et tu le fais jamais de toute façon. Ouais, moi tu m'énerves, j'en ai marre. Tu m'énerves. Voilà, on dit ça parce que sinon on dit bon, elle n'a pas le droit de me taper, je lui dis bien, mais elle a le droit d'être en colère contre moi. Et c'est important qu'elle soit en colère contre moi pour construire justement la phase de l'enfant du 2 de 3 ans. Voilà. Oui, donc on va, voilà, comme on disait tout à l'heure, on a parlé avec Florence tout à l'heure du stress, de la crise de stress. Et là, on parle de la colère, donc on va vraiment faire la distinction entre comment on a accompagné la colère. Et là, on va retrouver les deux scènes de tout au début pour vous montrer comment on accompagne le stress. Donc c'était Lilou. C'est Lilou qui sort de l'école, qui a son bas qui est plein, parce qu'elle a passé toute sa journée, tout ça. Et vous savez, on dit ah mais il cherche, il est qu'il attend que je me fâche. Et effectivement, c'est ça, en fait. Quand les enfants ne sont jamais contents, vous pouvez vous dire que le réservoir est plein d'hormones de stress. Et donc là, ça ne sert à rien de repousser, parce que la crise, il faut qu'elle ait lieu, pour que justement, on se vide et qu'après ça aille. D'accord ? Donc dès que vous sentez que voilà, l'enfant il ne va jamais être content, ça ne va pas, là, on va accompagner la crise. D'accord ? Alors, on va voir comment on fait.
Je sortais de l'école. Ah, ma chérie, je suis contente de te voir. Alors, ça a été ta journée? Tiens, regarde, je t'ai amené des gâteaux, ma chérie. Non, j'aime pas ces gâteaux-là, ils sont pas bons. Non, T'as pas l'air contente, là. Ça n'a pas l'air d'aller. Voilà, c'est parti. Oui, t'es pas content. Oh là là, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Voilà. Allez, montre-moi comme t'as passé une journée difficile. D'accord, donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à être le contenant dont l'enfant a besoin, puisque dans ces cas-là, son cerveau est complètement déconnecté. Et vraiment, il faut vraiment imaginer, c'est comme s'il n'avait plus de corps. Et donc, le parent est là pour assurer cette sécurité qu'il n'a plus. Et donc, c'est vrai que c'est un peu physique avec les enfants, hein. Mais plus on va les accompagner là-dedans, plus après, ils vont avoir le chemin de ok, j'apprends, je peux savoir que je suis aimé, et au fur et à mesure qu'il va avoir des mots, il va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent et il fera de moins en moins de crises. Mais en fait, plus les crises, plus ils retiennent tout ça à l'intérieur, plus les crises sont importantes. Et au fur et à mesure, ça s'appelle. Et du coup, souvent, on voit ça dans un supermarché ou voilà, à la sortie d'école, on dit elle fait une colère. Donc c'est vraiment, elle a ça, le goût, l'odeur de la colère, mais c'est vraiment pas la colère. Parce que si là vous accompagnez la crise de sous, comme je viens de faire, en disant t'es en colère, hein, alors là, ça va pas marcher, ça va même renforcer. Donc c'est pour ça que c'est important de dissocier. La colère, c'est vraiment comme ça. On se campe. Alors que la crise, ça part dans tous les sens. Et c'est beaucoup plus long. Et du coup, pour l'accompagner, voilà, c'est vraiment... Ouais, on va revenir. Oh, je c'est qu'on voit l'heure défiler en fait, c'est pour ça. Ça va, vous n'avez pas trop marre. Et du coup, oui, du coup, quand il y a la crise, il faut vraiment dire comme tout à l'heure les émotions. Quand il y a la crise, il faut dire super, son corps, il est en train de sortir, il est en train de se calmer. Parce que nous, on dit c'est une crise, il est en plein stress. En fait, il sort son stress. Donc quand il fait ça, c'est super, son stress sort de son corps. Donc en amont de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a parlé tout à l'heure, on va courir dehors. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne bougent plus assez. C'est vraiment courir tous les jours, on sort, on va courir quoi. C'est voilà. Alors, cette technique, c'est ce qu'on a l'habitude quand on voit un enfant faire une crise. On a l'habitude de dire oui, tu te calmes, arrête, va dans un coin. Parce qu'on voit qu'il faut arrêter le comportement inacceptable. Or, au contraire, le but est de le libérer. Et de dire ouais, super, il fait une crise, ça ira mieux ce soir. Et vraiment, plus vous allez permettre ça, plus le coucher, plus la nuit, plus le lendemain matin, ça va mieux se passer. Donc quand Florence faisait ça, c'était voilà, pour que ça puisse sortir aussi, quoi. C'était pas pour m'empêcher de le faire. Et quelquefois, il y a des enfants qui ont envie, donc on reste à côté, il y a la crise, il a envie de jeter des trucs, et après ça se calme. Mais le mieux pour éviter ça, c'est vraiment à la sortie d'école, on bouge, quoi. Au maximum. Là, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un lieu où l'enfant va pouvoir vraiment aider. Il y a beaucoup de leur permettre d'aller voir. Et déjà, même ne serait-ce que de dessiner la colère, de faire des gribouillages, des trucs comme ça aide. Et de plus en plus, hier on était avec des enseignants et justement, il y a une école, une classe là à Aigrefeuille qui va s'ouvrir avec des vélos que les enfants vont pouvoir, avec des vélos beaux, des coussins où l'enfant peut jouer. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il fallait avoir? Enfin bon, vraiment, ça commence à prendre en compte que le corps a des besoins physiologiques. C'est vraiment pas... Allez, on vous fait la dernière alors. Oui. Donc là c'est Hugo, adolescent. C'était le Hugo du début. Ah bah oui, je m'en vais. Donc là, on l'avait fait tout au début. Hugo il voulait sortir samedi soir et sa maman ne voulait pas parce qu'il avait un examen. De brevet.
Samedi soir avec le pote. Ah bon, tu veux sortir samedi soir? Bah ouais, je sors avec les potes samedi soir. Ah oui. Oui, tu sors avec tes potes, mais en même temps, t'as ton rôle dans 3 semaines. Oh, c'est bon, ça va, je peux jamais sortir. Allez, tout le monde va sortir, mais pas moi. C'est bon, c'est toujours pareil, quoi. Non. Mais tu sais, je ne peux pas t'empêcher que tu sortes avec tes amis, c'est juste que je voudrais m'assurer que tu ne sois pas fatigué pour ton brevet. C'est bon, je vais pas fatiguer parce que je me couche à 2h du matin. T'es vieille France, hein. Il ne s'agit pas que je sois vieille France ou quoi, c'est juste que pour que tu puisses sortir, c'est aussi important que tu me dises ce que tu vas mettre en place pour que tu sois en forme pour ton brevet. Avant de sortir, par exemple, qu'est-ce que tu as prévu de faire? C'est ça, dis-moi, comment tu envisages de préparer dimanche, samedi? Samedi, on va à 19h avec Axel, donc je vais travailler du 14 à 18. Ok, et qu'est-ce que tu penses faire pendant cette période que tu favorises quoi? Oh, tu me fais pas confiance, là. Il ne s'agit pas de ne pas faire confiance, il s'agit juste que je sois assurée que tu prends bien en compte la réalité qui est que tu as ton brevet et je suis aussi d'accord pour que tu ailles sortir. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire mes notes parce que Véronique qui vient m'aider, il y a un truc que je n'ai pas compris, on a dit qu'on ferait des notes, puis à la prof du soir, elle a dit qu'il fallait relire un chapitre sur la programme. D'accord, donc c'est les 2 points que tu veux travailler pour samedi. D'accord. Et pour ta sortie samedi, avec qui tu sors Avec Antoine, avec Tony et Joseph. Ok, d'accord. D'accord, et donc à quelle heure je viens te chercher? 2h au fond. Alors 2 heures, écoute, après le brevet, tu pourras faire une sortie plus tard, mais là, comme c'est avant le brevet, 2 heures, ça me semble un peu tard. Je te propose minuit et demi, comme ça, à 1 heure, on est couché. Minuit 45 alors. Voilà, donc eh bien on va terminer là-dessus et on va parler beaucoup du stress pendant cette conférence. Donc Vous êtes resté assis pendant 2 heures. voilà. Donc on va vous proposer de diminuer votre stress, c'est pour ça de faire de sécréter de la dopamine dans votre cerveau, c'est pour ça de vous mettre tous